Un silence lourd, presque étouffant. Les lanternes oscillent au gré d'un courant d'air invisible. Les murs sont couverts de soie, d'or et de bois laqué. Et dans ce décor, que l'on pourrait croire sorti d'un rêve, se cache un cauchemar indicible. Un cauchemar réservé à ceux qui, contre leur gré, deviennent les jouets d'un pouvoir qu'ils ne comprennent pas. Dans le Japon ancien, on connaît les samouraïs, guerriers d'honneur et de sang. On connaît les shoguns, maîtres absolus de l'archipel. On connaît aussi les moines, gardiens du savoir et de la spiritualité. Mais il existe une catégorie d'hommes dont on ne parle presque jamais, comme si leurs souvenirs devaient être effacés de l'histoire. Ces hommes étaient des concubins, pas des femmes, pas des courtisanes traditionnelles, mais bien des hommes, jeunes, fragiles, pris au piège dans l'univers clos des palais. Leur rôle était simple en apparence, plaire. Mais derrière ce mot se cachait une mécanique implacable faite de désir, de domination et de peur. Chaque geste était surveillé, chaque mot pouvait être fatal, chaque nuit une épreuve. Ils vivaient dans un monde où la beauté était une condamnation, où la jeunesse devenait une malédiction. Alors une question vous traverse sans doute les esprits. Comment un homme pouvait-il devenir concubin dans le Japon ancien? Était-ce un choix ou une condamnation? L'ombre derrière les paravents. Pour comprendre ce destin, il faut plonger dans la réalité des cours impériales et seigneuriales japonaises, entre le Xe et le XVIIe siècle. Officiellement, les chroniques insistent sur les alliances, les guerres, les arts et les cérémonies. Mais derrière les paravents de papier peint, derrière les jardins de pierre soigneusement entretenus, il existait une autre réalité, celle des désirs interdits des puissants. La masculinité au Japon féodal était censée être synonyme de discipline, de maîtrise et de force. Pourtant, les palais abritaient une tradition secrète où les jeunes hommes pouvaient être réduits au rôle de compagnons intimes, soumis à la volonté de leur seigneur. On parlait rarement d'eux. Leurs noms disparaissaient des archives, remplacés par des termes vagues ou dissimulés derrière des allusions, car révéler leur existence aurait ébranlé l'aide image des autorités et de pureté que les puissants voulaient préserver. Et pourtant, certains témoignages subsistent. Quelques poèmes cryptiques, des chroniques officieuses et même des rumeurs colportées par les voyageurs étrangers qui, horrifiés, rapportaient l'existence de ces esclaves du plaisir. La sélection, un rituel cruel. Mais alors, comment devenait-on concubin? La réponse glace le sang. Les jeunes garçons étaient souvent choisis très tôt. Certains venaient de familles pauvres, offertes par leurs parents en échange de faveurs ou d'argent. D'autres étaient arrachés lors de campagnes militaires, pris comme butin de guerre. Quelques-uns, plus rares, étaient issus de familles nobles mais sacrifiés par ambition, leurs parents espérant gagner la faveur d'un seigneur en livrant un fils convenable. L'âge idéal, entre 10 et 16 ans, trop jeune pour se rebeller, trop beau pour être ignoré. On inspectait leur visage, leur démarche, leur peau. Chaque défaut était scruté, chaque imperfection notée. La sélection se faisait comme on choisissait un objet précieux. On cherchait la pureté, la soumission implicite, et parfois même l'innocence brute, celle qui rendait l'enfant plus malléable. Imaginez la scène. Un jeune garçon, pieds nus, tremblant sous le regard des juges. On lui ordonne de tourner, de sourire, de baisser les yeux. S'il hésite, il reçoit une gifle. S'il pleure, on le frappe. Mais s'il se montre docile, il est accepté. Et ce jour-là, sa vie bascule. Dans 60 secondes, vous allez découvrir la première règle impitoyable qui définissait la survie d'un concubin. La prison dorée. Être choisi ne signifiait pas être libre. Au contraire, les concubins vivaient dans un espace clos, luxueux en apparence mais étouffant en réalité. Les tatamis impeccables, les paravents peints, les lampes à huile, tout respirait la beauté. Mais cette beauté n'était qu'un masque. La règle numéro 1 était claire. Ne jamais oublier que votre corps ne vous appartient plus. Chaque geste, chaque sourire, chaque parole devait répondre à une attente. Vous n'étiez plus une personne mais un rôle. La règle numéro 2, le silence. Aucun secret du palais ne devait franchir les murs. Les concubins savaient que parler équivalait à mourir. Beaucoup disparurent après avoir seulement osé confier une rumeur à une servante.
La règle numéro 3, la loyauté absolue. Peu importait la souffrance, la fatigue ou l'humiliation. Un seul signe de rébellion pouvait être interprété comme une insulte mortelle au Seigneur. Et l'insulte se payait dans le sang. Imaginez vivre ainsi, chaque jour, avec la peur d'un regard de travers. Chaque nuit, guettant le bruit des pas dans le couloir, redoutant que l'on vienne frapper à votre porte, car ce soir-là pouvait être le dernier. Les paradoxes du désir et du pouvoir. Pourquoi les puissants maintenaient-ils une telle institution? La réponse est multiple. D'abord, la possession d'un concubin masculin représentait un symbole. Cela signifiait que le Seigneur avait le pouvoir absolu, non seulement sur ses terres et ses armées, mais aussi sur les corps et les âmes. Ensuite, le concubinage masculin se chargeait d'une aura de transgression. Plus un acte était interdit aux yeux de la société, plus il devenait précieux dans l'intimité des puissants. Ces relations, souvent cachées, renforçaient l'idée que le Seigneur se plaçait au-dessus des lois communes. Enfin, il y avait la simple réalité du désir. Derrière les rituels, les discours et les codes, les hommes restaient des hommes, les pulsions s'imposaient, et le concubin en devenait la victime silencieuse. La mémoire effacée. Ce qui frappe, c'est le silence historique autour de ces concubins. Alors que les chroniques détaillent minutieusement les batailles et les alliances, les noms des concubins ont presque tous disparu. Était-ce volontaire? Sans doute, car leur existence mettait en lumière une contradiction insoutenable entre l'image héroïque du pouvoir et la réalité des désirs secrets. Quelques indices subsistent pourtant. Dans certains poèmes de cour, on lit des vers ambigus décrivant la beauté d'un jeune homme, ses cheveux noirs, sa démarche légère. Derrière ces images se cachent probablement des concubins idéalisés, transformés en métaphores pour éviter le scandale. Et si derrière chaque poème anonyme, derrière chaque chronique incomplète, se trouvait le fantôme d'un de ces hommes oubliés? Vers l'inévitable, vous commencez à entrevoir la dureté de leur quotidien. Sélection impitoyable, vie enfermée, peur constante. Mais ce n'était que le premier cercle de leur enfer, car plus terrifiante encore que la sélection, plus cruel que l'enfermement, était ce qui arrivait lorsque l'un d'eux déplaisait au maître. Dans moins de 2 minutes, vous allez découvrir ce qui attendait les concubins lorsqu'ils perdirent la faveur du Seigneur. Et croyez-moi, c'est à ce moment que leur cauchemar atteignait son apogée. La faveur d'un Seigneur, voilà ce qui pouvait élever un concubin au sommet ou le précipiter dans l'oubli. Être choisi, être désiré, c'était à la fois une bénédiction et une condamnation. Mais que se passait-il quand la flamme s'éteignait, quand la beauté se fanait ou qu'un rival prenait la place? La réponse est brutale. Certains étaient simplement renvoyés, abandonnés à la rue, condamnés à une existence de honte et de pauvreté. Mais d'autres disparaissaient. Officiellement, on parlait d'accidents, de maladies soudaines, de suicides inexpliqués. Mais derrière ces justifications se cachait une vérité glaciale. Beaucoup étaient éliminés pour protéger les secrets des puissants. Les punitions de l'ombre. Perdre la faveur n'était pas seulement une chute sociale, c'était une condamnation qui pouvait prendre 1000 formes. Les chroniques évoquent des cas où les concubins étaient livrés aux samouraïs pour servir de divertissement, utilisés comme exemples humiliants lors de banquets, ou tout simplement exécutés discrètement. Imaginez un instant, vous vivez enfermé, chaque souffle dépendant de l'humeur d'un maître. Vous craignez ses silences autant que ses paroles. Et soudain, un mot de travers, un geste mal interprété, et votre sort est scellé. Vous n'êtes plus qu'une ombre condamnée à disparaître. Et vous, que feriez-vous si votre survie dépendait d'un simple sourire? Le quotidien derrière les murs. Mais avant la disgrâce, il y avait la vie de tous les jours. Et cette vie était un théâtre. Chaque matin, les concubins se levaient avant l'aube. Ils étaient lavés, parfumés, vêtus de soie choisie non par eux, mais par leurs gardiens. Le moindre détail comptait. Un pli de kimono mal ajusté pouvait être perçu comme une insulte. Ils apprenaient l'art de marcher avec grâce, de verser le thé avec lenteur, de répondre par des mots choisis. Leur rôle n'était pas seulement d'être beau, mais d'incarner un idéal vivant de raffinement. Pourtant, derrière chaque geste parfait, se cachait la peur d'une faute irréversible, car le maître observait.
toujours. Et s'ils ne voyaient pas, d'autres rapportaient. Espions, serviteurs, rivaux. Le palais était un nid de serpents, où chaque regard pouvait trahir, où chaque mot pouvait tuer. Les rivalités mortelles. Car oui, les concubins n'étaient jamais seuls. Là où il y a pouvoir, il y a compétition. Et dans cet univers clos, les rivalités étaient féroces. Chaque nouvel arrivant était perçu comme une menace. Les sourires se faisaient hypocrites, les compliments empoisonnés. Des rumeurs circulaient, un tel aurait déplu au maître, tel autre aurait été surpris à parler trop librement. Mais souvent ces rumeurs étaient fabriquées de toutes pièces. Un simple murmure pouvait suffire à détruire une réputation, à provoquer une punition, voire une disparition. Vous souvenez-vous de la règle numéro 2? Le silence. Ironiquement, c'était le bruit des murmures qui condamnait le plus souvent. Et vous, auriez-vous su garder le silence au milieu de serpents prêts à mordre pour survivre? Les rituels du soir. Si le matin était celui de la préparation, la nuit était celui de l'épreuve. À la tombée du jour, les lanternes s'allumaient, le palais changeait de visage. Derrière les portes coulissantes, on appelait parfois un concubin. Le cœur battait à rompre. Était-ce une faveur ou une condamnation? Être choisi pour la nuit signifiait survivre un peu plus longtemps, mais c'était aussi endurer ce que personne n'osait nommer. Obéir sans condition. S'effacer entièrement. Car la moindre hésitation pouvait être interprétée comme un affront. Les nuits étaient donc des prisons invisibles, où l'on apprenait à sourire en silence, à contenir la peur, à supporter ce que l'on ne pouvait refuser. Chaque concubin savait que la nuit pouvait être douce ou fatale. Dans 60 secondes, vous allez découvrir l'histoire d'un concubin dont le sort est devenu une légende de palais. L'histoire de Takao. Parmi les rares noms qui nous sont parvenus, celui de Takao hante encore les chroniques interdites. On raconte qu'il était d'une beauté extraordinaire, choisi très jeune par un puissant daimyo. Pendant quelques années, il fut l'ombre et la fierté de son maître. Mais cette faveur éveilla la jalousie. Un soir, un rival murmura au seigneur que Takao avait ri trop librement en sa présence, signe de manque de respect. Le lendemain, Takao disparut. Officiellement, on parla d'un accident dans les jardins. Officieusement, tout le monde savait qu'il avait été étranglé, son corps jeté dans une rivière. Cette histoire, transmise en secret, servit d'avertissement aux autres. Le message était clair, même la perfection pouvait mourir en une nuit. Et vous, auriez-vous osé sourire encore après avoir entendu le destin de Takao? L'art de survivre. Face à cette épée suspendue au-dessus de leur tête, certains concubins développaient des stratégies, certains cherchaient à se rendre invisibles, espérant que leur effacement les protégerait. D'autres, au contraire, s'imposaient, cherchant à devenir indispensables par leur esprit, leur conversation, leur art. Quelques rares élus parvinrent ainsi à se hisser à une position de favori durable. Mais cette position, enviée, était aussi la plus dangereuse, car plus vous montiez haut, plus la chute était fatale. La survie, en vérité, reposait sur un équilibre fragile. Être visible sans être trop exposé, être docile sans paraître faible, être séduisant sans paraître insolent. C'était une danse sur un fil, au-dessus du vide. Le poids du secret. Et toujours, le silence. Car ces relations étaient interdites aux yeux de la morale publique. Si elles devenaient trop visibles, elles menaçaient l'image même du pouvoir. Alors, les concubins vivaient comme des fantômes, présents mais invisibles, réels mais effacés. Leur rôle était essentiel dans l'intimité des seigneurs, mais nié dans la lumière du jour. Ils étaient la chair de l'ombre, les visages effacés des chroniques, les murmures interdits derrière les paravents. Et vous, supporteriez-vous de vivre sans nom, sans mémoire, sachant que tout ce que vous êtes doit rester caché à jamais, vers la descente aux enfers? Vous commencez à voir les contours de leur quotidien. Luxe et terreur, beauté et violence, rivalité et silence. Mais ce n'est encore qu'une partie de l'histoire. Car au-delà des règles et des rituels, il existait un autre cercle, plus sombre encore, celui des sacrifices secrets, des disparitions maquillées, des chroniques volontairement effacées. Dans moins de 2 minutes, vous allez découvrir les témoignages interdits qui révèlent la véritable brutalité de cette institution.
Des récits si dérangeants que les historiens de cour ont tenté de les enterrer pour toujours. Les ombres s'épaississent. Jusqu'ici, vous avez vu la sélection cruelle, le quotidien oppressant, les rivalités mortelles. Mais ce n'était encore que la surface, car au cœur des chroniques interdites se cachent des récits plus noirs, des histoires que l'on n'osait pas écrire en toutes lettres. Car oui, certains noms de concubins sont parvenus jusqu'à nous, et chacun porte la trace d'une disparition brutale, d'un secret inavouable. Pourquoi ? Parce que ces hommes, pourtant enfermés dans le silence, incarnaient une menace. Ils savaient trop de choses, ils voyaient trop. Et quand un concubin parlait, c'était toujours la dernière fois. Les archives de Kyoto. L'une des rares sources évoquant directement les concubins masculins provient de Kyoto, centre culturel et politique. Dans des registres privés, des annotations marginales parlent de compagnons secrets, entretenus par des nobles. Ces mentions sont brèves, volontairement voilées, mais elles révèlent un fait indéniable. Existence de jeunes hommes dans intimité des plus grands. Une note raconte qu'un certain Akihiro, à peine 15 ans, fut envoyé au service d'un ministre. Il y resta 3 ans avant de disparaître. La mention est suivie de ces mots. Retiré du service, sans cérémonie. Une phrase froide, clinique. Mais derrière elle, on devine la brutalité d'une fin imposée. Que s'était-il passé? Avait-il déplu? Était-il tombé en disgrâce? Ou avait-il simplement vu ce qu'il ne fallait pas voir? Et vous, que pensez-vous? Peut-on croire à une simple retraite? Ou faut-il imaginer un destin bien plus sinistre? Les disparitions inexpliquées. Les archives sont pleines de ces silences. Des noms apparaissent soudain, puis disparaissent, sans explication. Mais parfois, les rumeurs survivent. On raconte qu'un daimyo particulièrement puissant entretenait plusieurs concubins à la fois. Parmi eux, un favori se distingua. Trop peut-être. Car un matin, on le retrouva pendu dans sa chambre, un message à moitié brûlé près de lui, officiellement, un suicide, officieusement, une exécution déguisée. Un autre cas mentionne un jeune homme retrouvé noyé dans les douves d'un château. Officiellement, un accident. Mais qui tombe seul dans les eaux glacées, au beau milieu de la nuit. Ces morts mystérieuses ne sont pas des exceptions. Elles révèlent une vérité insoutenable. Pour les concubins, la vie ne se terminait jamais naturellement. Elle se brisait, toujours, dans le secret et la peur. Les témoignages étrangers. Fait surprenant, ce ne sont pas seulement les chroniques japonaises qui parlent de ces concubins. Des voyageurs étrangers, venus de Chine, de Corée ou plus tard d'Europe, évoquent eux aussi cette réalité. Un moine chinois du XVe siècle, de passage au Japon, note dans ses mémoires avoir été choqué par la présence d'hommes jeunes, vêtus comme des dames de cour, accompagnant les seigneurs lors de banquets privés. Plus tard, un missionnaire portugais mentionna l'étrange coutume de garder des garçons pour des usages secrets, coutume qu'il jugeait contraire à la morale chrétienne. Ces témoignages, bien que rares, confirment ce que les archives japonaises cherchaient à masquer. Et plus encore, ils montrent que cette pratique était connue, mais volontairement étouffée à l'intérieur du pays. Pourquoi tant de silence? Parce que l'image du pouvoir devait rester intacte, le poids du secret politique. Car il ne s'agissait pas seulement de désir. Les concubins détenaient parfois des secrets d'État. Dans l'intimité, les seigneurs pouvaient parler librement, sans craindre d'être entendus par leurs conseillers. Mais ces paroles, ces confidences, restaient gravées dans la mémoire des concubins. Imaginez un homme qui a partagé les nuits d'un shogun. Il sait ce que même les conseillers ignorent. Il a entendu les projets, les trahisons, les ambitions. Il détient un pouvoir invisible. Mais ce pouvoir est un danger. Alors, quand un concubin devenait trop conscient de son rôle, ou trop bavard, le seigneur avait 2 choix, le briser ou le faire disparaître. La plupart choisissaient la seconde option. Et vous, croyez-vous qu'un seigneur aurait laissé en vie un témoin gênant de ses secrets? Le cas du favori impérial. Une histoire particulièrement glaçante concerne la cour impériale elle-même. Un jeune homme réputé pour sa beauté exceptionnelle aurait été favori d'un membre de la famille impériale. Des poèmes évoquent son allure, sa grâce, sa voix. Mais soudain, plus rien. Pas une mention de son nom, pas une trace.
comme s'il avait été effacé. Des chercheurs modernes ont retrouvé un indice, une dépense inhabituelle dans les registres financiers, correspondant à des funérailles discrètes. Pas de cérémonie officielle, pas d'annonce publique. Seulement une disparition effacée sous une ligne comptable. Effacée de l'histoire, effacée des chroniques, comme si cet homme n'avait jamais existé. Mais alors, combien de concubins ont connu le même sort? Combien de noms ont été réduits à un simple trait d'encre sur un registre poussiéreux? Le fantôme des jardins. On raconte même que certains palais furent tentés. À Edo, une rumeur persistait. La silhouette D. Un jeune homme apparaissait la nuit dans les jardins D. Un daimyo. Les serviteurs disaient l'avoir vu vêtu de blanc se pencher au-dessus de l'eau des bassins. On murmurait que c'était l'esprit d'un ancien concubin, assassiné et jeté dans les douves. Ces histoires de fantômes n'étaient pas seulement des légendes. Elles étaient des avertissements, car chaque serviteur savait que les disparitions n'étaient pas naturelles. Et dans un monde où l'on ne pouvait pas parler, les rumeurs devenaient les seuls cris des morts. La vérité étouffée aujourd'hui encore, les historiens peinent à retrouver des preuves tangibles, parce que tout a été fait pour effacer ces vies. Les documents détruits, les noms rayés, les mémoires muselées, mais parfois, une trace échappe au silence. Un poème qui parle d'une beauté disparue. Un registre qui mentionne un enterrement secret. Une rumeur transmise à voix basse. Et toutes ces traces, mises bout à bout, forment un puzzle effrayant. Celui d'un système invisible, entretenu pendant des siècles, et volontairement caché derrière la façade brillante de l'histoire officielle, vers le secret ultime. Vous connaissez désormais les disparitions, les rumeurs, les fantômes. Vous savez que ces hommes vivaient dans la peur constante, effacés de la mémoire collective. Mais il reste une dernière révélation, peut-être la plus terrifiante, car certains concubins, contre toute attente, ont survécu assez longtemps pour laisser un témoignage indirect, pas dans des chroniques officielles, mais dans des poèmes codés, des notes dissimulées, des récits confiés à des proches. Et ces fragments révèlent quelque chose d'encore plus sombre que la peur et la mort. Ils révèlent un sacrifice plus vaste, une logique froide, où la souffrance des concubins servait un objectif bien plus grand. Dans moins de 2 minutes, vous allez découvrir ce secret. Celui qui transforme ses destins individuels en un symbole terrifiant du prix de la grandeur. Vous l'avez compris, les concubins masculins du Japon ancien n'étaient pas seulement des victimes du désir. Ils étaient aussi des pions dans une stratégie politique invisible. Leur souffrance n'était pas seulement intime, elle servait un système plus vaste, une logique impitoyable, où la domination passait aussi par la destruction des âmes. Alors, quel était ce secret ultime? Le sacrifice utile. Certains fragments retrouvés dans les archives révèlent une idée glaçante. La vie des concubins pouvait être utilisée comme une offrande symbolique. Lorsqu'un seigneur voulait prouver sa puissance, il ne suffisait pas de vaincre ses ennemis. Il fallait montrer qu'il contrôlait tout, jusqu'au plus intime, jusqu'au plus tabou. Posséder et briser un concubin, c'était affirmer au monde « Je peux tout prendre, même ce qui est interdit ». D'une certaine manière, chaque concubin était un sacrifice vivant. Sa souffrance, sa disparition, devenaient la preuve de l'autorité d'un maître. Et plus cette autorité était contestée, plus les sacrifices se multipliaient dans l'ombre. Avez-vous déjà pensé que derrière les chroniques de bataille, derrière les récits glorieux, se cachaient des victimes silencieuses, sacrifiées pour l'orgueil d'un seul homme? Les cicatrices invisibles. Mais tous ne mouraient pas. Certains étaient renvoyés, rejetés une fois leur beauté passée. Ils vivaient alors en paria, incapables de retrouver leur famille, marqués à jamais par leur passé. Beaucoup terminaient mendiants, d'autres dans des maisons closes, d'autres encore disparaissaient dans l'anonymat. Leur souffrance n'était pas moins terrible, car ils portaient à vie la mémoire des humiliations. Ils savaient des choses qu'ils ne pouvaient jamais révéler. Ils avaient vu l'envers du pouvoir, et cet envers les hantait jusqu'à leur dernier souffle. Et vous, pensez-vous qu'il est plus cruel de mourir vite, ou de survivre en silence condamné à se souvenir? Le Japon derrière le masque. Ce récit bouleverse notre perception du Japon ancien. On imagine souvent une société réglée, codifiée, dominée par l'honneur et la discipline.
Mais derrière le masque se cachait une réalité faite de désirs interdits, de violences secrètes et de victimes invisibles. Les concubins masculins sont la preuve que l'histoire officielle est toujours incomplète. Elle glorifie les victoires, elle chante les héros, mais elle tait les ombres. Elle efface les voix de ceux qui n'étaient pas censés exister. Et pourtant, leur silence crie encore. Le fantôme collectif aujourd'hui, il ne reste presque rien de ces hommes. Pas de monuments, pas de statues, pas de chroniques officielles. Mais leur absence même est une trace. Chaque vide dans les archives, chaque disparition inexpliquée, chaque poème trop évasif raconte leur histoire. Ce silence n'est pas un oubli, c'est un effacement volontaire, une censure imposée par le pouvoir. Et dans ce silence, nous entendons peut-être le cri le plus fort, celui des une génération des hommes réduits à des fantômes. Le dernier miroir. Alors que nous disent les concubins du Japon ancien, ils nous rappellent que le pouvoir absolu ne s'exprime pas seulement sur les champs de bataille. Il s'exprime dans l'intimité, dans la capacité à briser les vies les plus fragiles pour affirmer une autorité. Ils nous rappellent aussi que l'histoire est faite de mensonges par omission. Car chaque page écrite est aussi une page effacée. Et si derrière chaque empire glorieux, derrière chaque dynastie célébrée se cachèrent toujours des victimes invisibles, sacrifiées pour maintenir une image de grandeur? Aujourd'hui, nous redonnons une voix à ces hommes oubliés. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils furent choisis, utilisés, brisés, effacés. Mais à travers ces fragments, nous pouvons les faire revivre. Non pas pour les juger ni pour juger ceux qui les ont détruits, mais pour rappeler que l'histoire n'est jamais complète, qu'elle est faite de lumière et d'ombre. Et la véritable question demeure, combien d'autres vérités restent encore cachées derrière les murs des palais? Alors je vous pose une question directe. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus terrifiant? La souffrance vécue par ces concubins dans leur prison dorée, ou le fait que leur existence ait été volontairement effacée, comme si elle n'avait jamais compté? Réfléchissez bien, car parfois ce que l'histoire choisit de taire en dit plus long que ce qu'elle raconte.